L'Assemblée sur abonnement d'Iflay se tenait dans la grande salle au-dessus du White Hart. Elle avait lieu le 3e jeudi du mois, de 8h à 1h du matin, et coûtait une demi-couronne. Pour une demi-couronne, vous aviez 4 musiciens, 60 bougies, du négus, dans une urne en cuivre, et le droit de vous tenir sous le même plafond que des gens qui ne vous auraient pas laissé franchir leur portail. Tout le monde dans la paroisse venait. En octobre 1817, la salle était plus remplie qu'elle ne l'avait été depuis des années, car une rumeur circulait que le duc viendrait. Honora Oakbridge se tenait près du 2e pilier depuis la porte, avec 3 châles sur le bras. Elle était là depuis 8h30. 2 des châles appartenaient à Madame Bledlow, qui les lui avait tendus dans les escaliers sans même la regarder. Honora les avait pris. C'était plus facile que de se tenir près du 2e pilier sans rien avoir dans les bras. Elle avait 22 ans. Elle avait assisté à 4 assemblées cette année-là et n'avait dansé à aucune d'entre elles. Cela ne la peinait pas autant que la salle le supposait. Depuis le 2e pilier, on pouvait voir toute la longueur du plancher, les 2 portes, l'urne et la salle de cartes au-delà. C'était une éducation, et elle la recevait depuis 4 ans, gratuitement, pour une demi-couronne à chaque fois. Elle portait une robe de soie grise qui avait appartenu à sa mère. Elle avait été retournée une fois et retouchée 2 fois. La dernière retouche était la sienne, et c'était un travail honnête. Mais la soie avait un éclat terne sous les bougies qu'aucun travail honnête ne pouvait réparer. Ses cheveux étaient sombres, attachés serrés, sans aucune fleur. Le problème, c'était ses mains. Elles étaient rouges jusqu'au poignet, et le resteraient jusqu'en mars, car l'eau de la buanderie de Wrenridge sortait de terre à une température qui se moquait bien de savoir de qui vous étiez la fille. Honora, sa sœur, passa devant elle avec 2 verres. Thompson avait 19 ans. Elle était jolie de la manière que la paroisse approuvait, et avait déjà dansé 2 fois. Il ne vient pas. Monsieur Chalkley dit qu'il ne vient jamais à rien. Ses yeux parcoururent à nouveau la salle, rapidement, comme il le faisait toujours. Père est dans la salle de cartes. Je sais. Il a bu 3 verres à l'urne. Je le sais aussi, dit Honora. Thompson s'éloigna avec ses verres. Honora changea les châles de bras. Il y avait des choses sur son père qu'elle savait depuis longtemps, sans jamais les avoir dites à voix haute. Simeon Oakbridge avait 51 ans. Il avait obtenu le bail de la ferme de Wrenridge à 26 ans, avec une bonne réputation derrière lui, et une femme qui savait lire le latin. Pendant 14 ans, il avait été le meilleur laitier à 9 miles à la ronde de la ville. On le lui avait dit, et il l'avait cru. Puis sa femme mourut. Puis le vieux duc mourut. Puis le jeune duc mourut à 33 ans, dans une chambre à Wrenridge, les volets fermés. Le domaine revint à un frère que personne dans la paroisse n'avait jamais vu. Les loyers augmentèrent 2 fois. Les réparations cessèrent. Son père n'était pas devenu un homme méchant. Il était devenu un homme qui parlait. Il parlait dans la cour, dans le chemin, au presbytère, à la porte du chœur. Il parlait des arpenteurs dans le parc, avec leurs chaînes, et du livre de l'intendant, et de ce qu'il contenait. Il parlait d'un propriétaire qui n'avait jamais posé sa botte sur la terre d'où il tirait son argent. La plupart de ce qu'il disait était vrai. Honora l'avait vérifié elle-même, discrètement, dans une colonne à elle. C'était la partie que la paroisse ne comprenait jamais, et la partie qui l'effrayait. À 10h15, la musique s'arrêta au milieu d'une figure. Elle ne s'arrêta pas pour lui. Elle s'arrêta parce qu'un des violons avait cassé une corde. Mais le silence et l'ouverture de la porte se produisirent en même temps. Et après, tout le monde se souvint de l'inverse, comme si la musique s'était écartée. Maxwell Fane, 5e duc de Chevreuse, entra dans la salle de bal d'Ilflay, son chapeau encore à la main. Il était grand. C'était la première chose, car il le fallait bien. Des cheveux noirs, coupés courts, mouillés aux pointes par la pluie. Un simple manteau sombre sans rien dessus. Pas de sceau, pas de bague, rien de ce qu'un homme porte quand il souhaite être reconnu. Son visage ne trahissait absolument rien. Et ses yeux, quand les bougies les éclairaient, avaient le gris de la mer sous les nuages, ce qui n'est pas une couleur douce. Il avait 30 ans, et il était le duc de Chevreuse depuis 2 ans et 4 mois. Il était venu dans un but qui prit 7 minutes. La paroisse voulait que la route d'Iflay Cross soit élargie, et la route passait entre 2 parcelles de terrain de chevreuil. Il était venu dire qu'il pouvait avoir la bande de terre, qu'il ne serait pas payé pour cela, et qu'il souhaitait que les travaux soient faits avant le gel. Il le dit à 4 hommes près de l'urne, d'une voix qui ne portait pas.
L'un d'eux dit quelque chose qui le fit incliner la tête d'un demi-pouce. Puis, il se tint le dos au mur près de la porte du fond et laissa la salle le regarder. Honora le regarda faire. Elle était à 30 pieds de distance, avec 3 châles sur le bras. Et elle était, comme toujours, invisible, ce qui est une excellente position pour observer. Il ne voulait pas qu'on lui apporte du négus, mais le but quand même. Elle le vit lever les yeux, une fois vers le plafond, où l'humidité avait traversé, en une île brune, au-dessus des musiciens. Il le regarda un instant de trop, comme un homme regarde une chose qu'il devra payer. Et elle vit que personne ne lui parlait. 60 personnes dans la salle, et toutes le regardaient, mais aucune ne s'approchait. Qui qu'il fût, il se tenait seul dans une salle comble. La musique reprit, et la danse continua pendant 2 autres figures. Et puis, de la salle de cartes, de la voix plate et portante d'un homme qui a bu 3 verres à l'urne et à un public de 8 personnes, son père dit « Chevreuil, je vais vous dire ce que c'est, Chevreuil. » Honora se mit en mouvement avant qu'il n'ait prononcé 3 mots. Elle arriva jusqu'à l'angle de la porte de la salle de cartes. C'était assez loin pour le voir. Simeon Oakbridge, debout à la table de whist, le manteau ouvert, une main de cartes face cachée sous ses doigts, enfin écoutait. « Il n'en a jamais arpenté un arpent, » dit son père. « Pas un seul. 2 ans et 4 mois, et il n'est jamais allé plus loin que le portail de sa propre ferme. Il ne sait pas ce que lui coûte une vache. Il ne sait pas à quel prix son propre lait se vend à la porte en ville. Il signe ce que l'intendant lui met sous les yeux et le dépense en ville. » Quelqu'un rit. Son père entendit le rire, et cela entra en lui comme de l'alcool sur de l'alcool. « Et je vais vous dire le reste, » dit-il. « Il y a des chaînes dans ce parc depuis 15 jours, des chaînes d'arpenteurs dans le parc ouest à 8 heures du matin. Vous savez ce que signifie des chaînes dans un parc. L signifie des rues. » Il posa ses poings sur la table. Cet homme vendrait la terre où repose son propre frère si un constructeur lui en offrait assez. Il y a une pierre avec le nom de son frère dans le cimetière d'Ilflay. Et il y aura une cave à charbon en dessous d'ici 10 ans. La salle de cartes devint silencieuse, comme une pièce laid quand elle entend quelque chose qu'elle répétera pendant 1 mois. Honora ne regarda pas son père. Elle avait déjà tourné la tête parce qu'elle avait entendu, derrière elle et légèrement à gauche, le son d'un homme qui ne bougeait pas. Le duc de Chevreuse se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de cartes, son verre vide à la main. Il avait été là, pensa-t-elle après coup, pendant tout le discours. Il avait fait la seule chose que son éducation lui permettait, rester parfaitement immobile jusqu'à ce que ce soit fini. Personne dans la salle de cartes ne l'avait vu. Ils faisaient tous face à son père. Honora était la seule personne à Ilflay qui vit le visage du duc de Chevrel pendant que son père parlait. Elle le vit encaisser la première partie sans que rien ne se passe. La vache, le lait, le livre de l'intendant. Il supporta tout cela sans ciller. Puis son père prononça le mot « frère » et le coup porta. Ce n'était rien que quelqu'un d'autre aurait pu voir. Sa mâchoire ne bougea pas et ses yeux ne changèrent pas. Ce qui se passa fut plus petit et pire. Il arrêta de respirer un instant, comme un homme quand on touche une blessure sous les côtes qui n'a pas guéri. 2 de ses doigts devinrent blancs sur le verre. 1 seconde, 2 secondes, 3. Puis il respira de nouveau et posa le verre sur le rebord à côté de la porte avec grand soin, comme si c'était la seule chose dans la pièce qui pouvait se briser. Il leva les yeux. Il ne cherchait pas son père. Il regardait sans hâte le cercle de visages autour de la table de whist, les 8 hommes qui avaient écouté, et celui qui avait ri. Il les lisait, et Honora comprit, avec une boule de froid dans l'estomac, qu'il ne faisait aucune tentative pour le cacher. Et puis il la regarda. Elle n'avait rien à faire dans son champ de vision. Elle était une femme dans une robe grise retouchée, tenant 3 châles qui n'étaient pas les siens, dans l'embrasure entre 2 pièces où personne ne se tient. Mais elle le regardait, lui, et non son père. Et il la trouva, comme un homme trouve l'unique fenêtre allumée dans une rue sombre. Honora ne détourna pas le regard. Tous ses instincts lui disaient de baisser les yeux, et elle ne les baissa pas. Pendant la durée de 2 battements de cœur, le duc de Chevrel regarda le visage d'une femme qu'il n'avait jamais vue. Pendant que son père disait à une salle de cartes qu'il vendrait la tombe de son frère, il inclina la tête d'un demi-pouce. Le même demi-pouce qu'il avait accordé à l'homme près de l'urne. Puis il se tourna et traversa la salle de bal jusqu'aux escaliers. Sans se presser, il passa devant 60 personnes qui avaient toutes cessé de parler.
Il prit son chapeau au garçon, en bas des marches, et sortit sous la pluie. La musique continuait de jouer. On ne lui avait rien dit. La lettre arriva le samedi. Elle fut apportée par un clerc descendu d'une chaise, un jeune homme en manteau mouillé qui ne voulut pas entrer plus loin que le gratte-pied. Elle était adressée au locataire de la ferme de Wrenridge, d'une écriture de bureau soignée. Honora était dans la buanderie quand Tamsin la lui apporta. Elle la lut debout, les bras mouillés jusqu'au coude, tenant le papier par le coin. Elle faisait 4 lignes et donnait à son père un préavis pour quitter la ferme, la laiterie, les 2 enclos et le cottage à la Saint-Michel, par Ephraim Rumbold, de Gray's Inn, homme d'affaires de sa grâce, le duc de Chevrel. La Saint-Michel était le 25 mars. C'était le 18 octobre. Honora la lut 2 fois, puis la plia en 3 le long des plis que le maître du clerc avait fait. C'est une chose que l'on fait avec ses mains pendant que son esprit est ailleurs. Elle regarda le mur blanchi à la chaux et fit le seul calcul qui comptait. 31 vaches, 2 chevaux, la laiterie de sa mère, avec les étagères en ardoise que le père de sa mère avait payées, un séchoir à fromage avec 94 fromages dedans, aucun d'eux n'étant prêt. Le nom de son père, qui en 1 semaine serait dans toutes les bouches entre Ilflay et la ville. « Qu'est-ce que ça dit ?» dit Tamsin. « Ça dit la Saint-Michel. » Sa sœur s'assit lentement sur le banc près de la porte et ne sembla pas savoir qu'elle l'avait fait. Pour les mots qu'il a prononcés, il était ivre. Tout le monde était ivre et Bledlow a chanté. « Bledlow ne tient pas sa terre du duc, » dit Honora. Elle trouva son père dans le séchoir à fromage, là où il allait maintenant au lieu de la cour. Il retournait les fromages, qui n'avaient pas besoin d'être retournés, car elle les avait retournés à 6 heures. Elle lui donna la lettre, et il la lut longtemps, plus longtemps que ne le prennent 4 lignes. « Rumbold, dit-il. L'écriture de Rumbold. C'est de la méchanceté d'avocat, ça. Sa grâce n'en saura rien. Sa grâce était dans l'embrasure de la porte. Son père posa la lettre sur l'étagère entre 2 fromages et la regarda. Il était dans l'embrasure de la porte de la salle de cartes, dit Honora. Derrière moi? Il a tout entendu? Il a entendu la partie sur son frère. Elle avait pensé qu'il pourrait se mettre en colère. Il ne le fit pas. Son père saisit le bord de l'étagère à 2 mains et ses épaules s'affaissèrent. Et il se tint là comme un homme qui a marché longtemps et ne le sent que maintenant. Je n'ai rien dit qui ne soit vrai. Il y a des chênes dans ce parc. Je les ai vus. Je sais. Il ne sait pas ce que lui coûte une vache. C'est vrai. Et tu l'as dit à 60 personnes dans la salle où ils achètent leurs billets. Sa voix ne s'éleva pas. Maintenant, nous partons à la Saint-Michel. Les vaches iront à Smithfield en février, quand le prix est au plus bas. Tamsin ira dans une boutique en ville. Toi et moi irons chez ma tante à Pentonville, dans 3 pièces au-dessus d'un chandelier, sans cours. Son père ne répondit pas. Il prit un fromage et le reposa. Il était, pensa-t-elle, l'homme le plus courageux d'Ilflay avec un verre à la main et une salle devant lui, et le plus petit homme d'Angleterre avec une lettre devant lui. Cela ne l'empêchait pas de l'aimer, ce qui était la partie qu'elle ne pourrait jamais expliquer à Tamsin. « Écris-lui, dit-elle, ce soir, que tu as parlé sous l'emprise de l'alcool et de la colère, que tu n'avais aucun droit de parler de son frère, que tu lui demandes pardon. Envoie-la par porteur le matin. Une lettre peut circuler. Une lettre sera dans la boîte de Rumbold pendant 40 ans. » Il secoua la tête une fois, et il y avait quelque chose de presque rusé et presque suppliant dans son geste. « Non, pas de papier, pas avec mon nom en bas. Alors, vas-y toi-même. » Le silence dans le séchoir à fromage dura un temps de trop. Il me ferait attendre dans la cour de la cuisine pendant qu'il se moquerait de moi. Sa voix était devenue mince. « J'ai 51 ans. Je ne vais pas me tenir dans une cour comme un garçon qui a cassé une fenêtre. Je ne le ferai pas, Nora. Alors nous partons à la Saint-Michel. Vas-y, toi, dit-il. Honora tourna la tête. Il ne la regardait pas. Il avait repris la lettre et lisait les 4 lignes, comme s'il pouvait en trouver une 5e. Vas-y, toi, dit-il. Le matin, tu le lui dis. Le pardon. Tout ce qu'il faut dire. Tu le feras mieux que moi. Et puis, parce qu'il ne pouvait pas s'en empêcher, parce qu'il ne le pouvait jamais, tu as le verbe de ta mère. Elle pouvait convaincre n'importe qui. Voilà. Sa mère était morte depuis la moitié de la vie d'Honora, et il l'utilisait encore comme un outil accroché au mur. Honora regarda son père pendant un moment, et il ne leva pas les yeux. Le séchoir à fromage sentait la croûte, le sel et la pierre froide. Dehors,
Le garçon de cour faisait passer les vaches pour la traite de l'après-midi, une par une, en appelant chacune par son nom. « Très bien, dit-elle, j'irai. » Elle descendit ensuite à la laiterie, parce qu'elle avait encore 9 bacs à faire, et parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs au monde où elle voulait être. La laiterie mesurait 30 pieds sur 16, avec un sol en pierre bleue de lias, une fenêtre au nord, des étagères en ardoise sur 3 côtés, et une pompe installée en 1788. Sa mère l'avait dirigée depuis son mariage jusqu'à sa mort. Honora l'a dirigée depuis l'âge de 11 ans, ce qui signifiait qu'elle l'avait eu exactement aussi longtemps que sa mère. Sur le rebord de la fenêtre, où il avait toujours été, dans une boîte en bois avec un couvercle coulissant, se trouvait le tampon à beurre. Il était en bois de poirier, de 4 pouces de diamètre, sculpté par le père de sa mère, un menuisier d'Ilflay, pour le mariage de sa fille. Le motif était une branche de chêne, 2 feuilles et un gland, profondément gravés, les nervures faites avec le coin d'un ciseau. Le Bird Oak Bridge était allé en ville sous cette marque pendant 34 ans. Honora sortit le tampon de sa boîte, le retourna dans ses mains mouillées et le remit en place. Puis, elle ébouillanta les bacs, tous les 9, couvrit le feu et alla dîner. Elle ne dormit pas beaucoup. À 4 heures, elle se leva et traita les vaches, car 31 vaches se moquent de ce qui a été dit dans une salle de cartes. À 7 heures, elle se lava, mit la robe de soie grise, qui était la seule belle chose qu'elle possédait, attacha ses cheveux et prit le manteau de sa mère sur la porte. À 7h30 du matin, le 19 octobre, Honora Oakbridge sortit du portail de la ferme et remonta l'allée ouest de Wrenridge pour s'excuser auprès d'un duc. L'allée ouest de Wrenridge était longue de 3/4 de mille, bordée de tilleuls. Elle l'avait parcouru peut-être une douzaine de fois dans sa vie, toujours pour affaires, toujours vers une porte à l'arrière. Le parc était humide, et la lumière se levait, jaune, derrière la ville. Et elle pouvait sentir la ville ce matin-là, le charbon dans le vent d'est. Wrenridge se dressait sur la dernière hauteur avant Londres. Du haut de l'allée, on pouvait la voir tout entière sous sa propre fumée. Les nouvelles rues sortaient des champs vers le nord, comme les doigts d'une main qui s'ouvre. Elle compta les piquets d'arpenteurs en montant, 19 d'entre eux en 2 lignes droites, avec l'herbe déjà mourante en cercle autour de chacun. Son père n'avait pas menti à ce sujet non plus. La maison apparut au dernier virage. C'était une grande demeure du siècle dernier, avec 13 travées, un porche en pierre et une balustrade en pierre le long du toit. De toute sa vie, elle ne s'en était jamais approchée assez pour la voir correctement à la lumière. Elle la voyait maintenant. Elle vit qu'une gouttière s'était détachée et avait coulé sur la façade en pierre si longtemps qu'il y avait une traînée verte haute de 2 étages. Les volets étaient fermés de l'intérieur sur 9 travées aux 2 étages. La plus grande partie de la maison du duc de Chevreuse n'avait pas été ouverte depuis un temps considérable. Honora avait remonté l'allée en s'attendant à se sentir petite. Ce qu'elle ressentit à la place, au bord de cette pelouse, son manteau mouillé jusqu'aux genoux, était quelque chose pour lequel elle n'avait pas de mots et qu'elle n'aimait pas beaucoup. La demeure avait des problèmes. La demeure avait des problèmes depuis des années, et chaque âme de la paroisse avait été si occupée à être en colère contre l'homme à l'intérieur que personne n'avait pensé à le dire à voix haute. Elle contourna la maison pour se rendre à la cour de la cuisine, car c'est là que va la fille d'un laitier. La cour était propre au moins. Un garçon récurait un chaudron en cuivre sous la pompe, et une femme sortit de la porte de l'office avec un panier. Elle s'arrêta en la voyant, regarda la belle soie sous le manteau, et fit une évaluation très rapide et très complète. « Vous devez être la fille d'Oakbridge, dit-elle. »« C'est exact. » La femme posa son panier. Elle avait plus de 60 ans, petite, droite, en noir, avec un trousseau de clés à la taille et un visage comme le plat d'une bêche. « Je suis Madame Whately, la gouvernante. Vous avez choisi un mauvais matin, et je suppose que vous le savez. Je ne l'ai pas choisi. Il m'a choisi. » Quelque chose se passa au coin de la bouche de la gouvernante et fut aussitôt réprimé. Sa grâce reçoit M. Rumbold de la ville après le petit déjeuner et l'arpenteur après cela. Je vais annoncer votre nom. Je ne vous promets rien d'autre. Merci. Vous pouvez attendre dans le hall. Le hall de Wrenridge était pavé de pierres noires et blanches, avec un escalier montant dans une obscurité pour laquelle les bougies n'avaient pas été allumées. Il y avait 4 chaises contre le mur. Il y avait eu autrefois des tableaux. On pouvait voir où, dans des rectangles de peinture plus pâle.
Honora s'assit sur la chaise la plus proche de la porte, les mains sur les genoux. L'horloge sonna 8 heures, puis le quart, puis la demie. À 9 heures, un homme traversa avec une mallette en cuir et monta les escaliers sans la regarder. À 10h30, il redescendit et sortit vers une chaise, toujours sans la regarder. 2 hommes en guêtre furent introduits dans la bibliothèque peu après, et un faible murmure d'hommes s'accordant les uns avec les autres parvint de derrière la porte. Elle était assise sur une chaise dure dans un hall froid, dans la robe de soie grise de sa mère, les mains rouges jusqu'aux poignets. Elle attendait. C'était une chose à laquelle elle avait été formée depuis la mort de sa mère. L'horloge sonna midi. Nous allons faire une très courte pause. Si vous ne voulez pas manquer les nouvelles histoires, abonnez-vous à la chaîne. Et pendant que nous nous reposons un instant, il y a quelque chose dont nous voulions vous parler. Depuis des années, vous nous demandez une histoire plus longue. Alors, nous en avons écrit une. 3 romans complets. Une famille. 26 ans. Une promesse. La trilogie La promesse du duc par Gary Pemberton. Et comme beaucoup d'entre vous écoutent au lieu de lire, les livres audio complets sont inclus. Plus de 24 heures avec cette même voix que vous écoutez en ce moment. Vous pouvez l'obtenir en exclusivité sur timelesslovebooks.com. Vous trouverez également le lien en haut de la description et dans le commentaire épinglé. Maintenant, installez-vous confortablement. Notre histoire nous attend. À 12h20, la porte de la bibliothèque s'ouvrit et les 2 hommes en guêtre sortirent. Madame Whatley descendit le couloir avec ses clés et s'arrêta devant la chaise d'Honora. « Il vous recevra, dit-elle. Puis, plus bas, sans aucun changement dans son visage, « Ne restez pas au milieu du sol. Tenez-vous près de la table. » Le milieu de cette pièce est loin de tout. La bibliothèque de Wrenridge était la seule pièce de la maison où il y avait un feu. Elle occupait toute la profondeur de l'aile ouest, avec 3 hautes fenêtres d'un côté. Un tiers des étagères avait été vidé et les espaces n'étaient pas bien rangés. Quelqu'un avait sorti des livres à plein bras et n'avait pas redressé ce qui restait. Le duc de Chevreuse se tenait à la fenêtre du milieu, un papier à la main, regardant le parc ouest. Il ne se tourna pas quand elle entra. Honora alla à la table, comme on le lui avait dit, et se tint à son coin, les mains jointes. La table était couverte de bout en bout de plans, de longues feuilles lestées au coin par des livres, quadrillées en carrés et en rues, avec des noms déjà écrits sur les rues d'une écriture soignée de clair. Elle lut le plus proche à l'envers, et c'était le parc ouest. Les rues s'appelaient Place Chevreuse, Croissant Chevreuse et Rangée Wrenridge. « Vous l'avez lu, dit-il. »« Oui, votre grâce. » La plupart des gens prétendent ne pas l'avoir fait. Il se retourna. À la lumière du jour, il paraissait pire qu'à l'Assemblée, ou peut-être seulement plus vrai. Des ombres sous les yeux gris de mer, une maigreur sur le visage que les bougies avaient masqué. « Vous êtes Mademoiselle Oakbridge? C'est exact. Votre père vous a envoyé? Oui. Il n'est pas venu lui-même? Non, dit Honora. Elle avait préparé 6 façons de couvrir cela et constata, une fois dans la pièce, qu'elle ne pouvait en utiliser aucune. Quelque chose traversa son visage et disparut avant qu'elle ne puisse le nommer. « Dites ce que vous avez été envoyé pour dire, dit-il. » Honora avait délibérément posé les yeux sur le coin de la table. Elle les leva, car une chose dite aux bottes d'un homme n'est pas dite du tout. « Mon père a parlé de vous à l'Assemblée jeudi, dans une salle de cartes, ivre et à tue-tête. Il n'avait aucun droit de le faire à cet endroit, ou de cette manière, et aucun droit de parler de votre frère. Ce n'était pas une dispute. C'était une pierre jetée sur un mort. J'en ai honte. Je vous demande pardon en son nom, et puisqu'il n'est pas là, en mon nom propre. » Le feu faisait le seul bruit dans la pièce. « C'est bien dit, dit enfin le duc. Qui l'a écrit? Moi. Sur le chemin. Il s'éloigna de la fenêtre pour se rendre à l'autre bout de la table, les plans entre eux. Maintenant, dites-moi le reste. Vous vous êtes excusé pour le lieu, la manière, l'heure et l'alcool. Vous ne vous êtes pas excusé pour un seul mot de ce qu'il a réellement dit. Le cœur d'Honora battit fort contre ses côtes. Non, dit-elle, je ne l'ai pas fait. Pourquoi pas? Parce que je mentirais, et vous le sauriez avant que j'aie fini ma phrase. Il y eut un silence d'une qualité particulière. C'était le silence d'un homme qui n'avait pas été contredit dans sa propre maison depuis longtemps et devait se souvenir comment on faisait. « Continuez, dit-il. »« Votre grâce, vous êtes restée assise dans mon hall pendant 4h30. Ne soyez pas prudente maintenant. Continuez. » Alors,
Elle continua. Il a dit que vous n'aviez jamais arpenté vos propres terres. C'est vrai. Il a dit que vous ne saviez pas ce que vous coûte une vache. C'est vrai aussi. Il a dit que le lait qui quitte ce parc n'est pas le lait qui est vendu en ville. C'est vrai. Et c'est le pire des trois. Et personne dans cette salle de cartes ne l'a assez bien compris pour en rire. Expliquez. Votre laiterie envoie 160 gallons par semaine à un entrepreneur à Islington. Il le coupe à l'eau, y ajoute de la craie et le vend aux portes à Marylebone, sous une carte qui dit « Wrenridge ». Votre nom est sur cette carte, votre grâce, sur du lait qui rendrait un enfant malade. Et vous ne l'avez jamais vu, parce que vous n'êtes jamais sorti de cette maison à 7 heures du matin. Il l'a regardé sans aucune expression. Et le livre de l'intendant. Je ne devrais pas parler du livre de l'intendant. Vous avez parlé de tout le reste. Honora prit une profonde inspiration. 31 vaches dans cette laiterie, dit-elle. Dans l'année jusqu'à la Saint-Michel, elles vous ont donné un peu plus de 12 000 gallons. Le livre que M. Chalkley apporte à cette maison en montre 8 400. Ce n'est pas un voleur, et je veux que ce soit dit clairement. Il a 68 ans. Sa vue a baissé, et il copie les mêmes chiffres du même vieux livre depuis des années, parce que personne ne lui en a demandé un nouveau. La différence n'est pas dans sa poche. Elle est chez un entrepreneur à Islington, avec votre nom sur sa carte. Le duc de Chevreul posa sa main à plat sur le plan du croissant Chevreul. Comment connaissez-vous le nombre de gallons? Je tiens une colonne. Pour qui? Pour moi-même. Ma mère en tenait une. Elle est morte quand j'avais 11 ans, et je la tiens depuis. Parce qu'une laiterie qui n'est pas comptée est une laiterie qui est volée. Et parce que... Elle s'arrêta. Parce qu'elle est à moi, dit-elle. Les vaches sont à vous, et l'ardoise est à vous, et la pompe est à vous. Le laiterie est à moi, et ce depuis l'année de sa mort. Le 25 mars, j'en sortirai. Je me dis depuis 2 jours que cela m'importe moins que le reste. Est-ce le cas? Non. Il ne dit rien pendant un moment. Vous ne m'avez rien demandé, dit-il. Votre famille doit être expulsée à la Saint-Michel. Et vous n'avez rien demandé. J'ai une chose à demander. Ah, pas le préavis. Le préavis est à vous de le donner. Et il a été mérité. Elle garda sa voix égale. Je demande que vous le reportiez à la Saint-Martin au lieu de la Saint-Michel. Pas pour nous. Si nous partons en mars, les vaches vont à Smithfield en février. Au pire marché de l'année. Et 31 animaux élevés dans ce parc seront vendus 1 par 1 ou 2 par 2. Si nous partons à la Saint-Martin, elles partiront en troupeau à un prix juste à quelqu'un qui les gardera ensemble. Elle s'arrêta. C'est ce que je suis venu demander. Le duc de Chevreul longea lentement sa propre table en regardant le sol. À la 3e fenêtre, il s'arrêta et se tint le dos tourné vers elle. Honora regarda la lumière entrer autour de sa silhouette. Elle en avait beaucoup trop dit et il n'y avait absolument rien à faire à ce sujet maintenant. L'horloge dans le hall sonna 1 heure. « Mademoiselle Oakbridge, dit-il, votre grâce. Restez dîner. » Honora entendit les mots, les entendit à nouveau et ne répondit pas. La première réponse dans sa tête fut « Je vous demande pardon ». La seconde fut « Pourquoi ?» « Je dîne à 6 heures, dit le duc. Il ne s'était pas retourné. Vous êtes déjà monté une fois et avez attendu la majeure partie de la journée. Il n'y a aucun sens à ce que vous le fassiez 2 fois. Une pause. Madame Whately vous trouvera une chambre et un feu. Vous pouvez écrire un mot à votre père. Il sera descendu. Votre grâce, je suis la fille d'un locataire et mon père, je sais exactement de qui vous êtes la fille. Il se retourna enfin. Ce n'est pas la raison pour laquelle je vous le demande. Alors, quelle est la raison? Et le 5e duc de Chevreul, qui avait répondu à 900 questions en 2 ans en 3 mots ou moins, se tint à sa propre fenêtre et dit « Parce que vous avez compté les piquets en montant. 19. Je vous ai regardé le faire depuis cette fenêtre, et vous vous êtes arrêté à chacun d'eux. » Sa bouche bougea très légèrement et ce n'était pas un sourire, mais c'était plus proche d'un sourire que son visage ne l'avait été depuis longtemps. Personne dans cette paroisse ne m'a dit la vérité en 2 ans. Je trouve que j'aimerais que cela se produise 2 fois en une journée. La gouvernante la conduisit à une chambre sur la façade est. Un feu y était déjà allumé, ce qui signifiait que le feu avait été commandé avant que la réponse ne soit donnée. Honora le remarqua et le mit de côté avec le reste. « Vous ne voudrez pas de conseils, mais vous en aurez un peu, » dit la gouvernante. Sa grâce dîne avec Louis, la duchesse douairière, la veuve de son frère. Elle vit ici depuis les funérailles, et elle n'est pas sotte, alors ne la traitez pas comme telle.
Elle redressa la serviette sur le porte-serviette. Elle sera très gentille avec vous. Ah, dit Honora. Oui, dit Madame Whateley. Ah. La salle à manger de Wrenridge pouvait accueillir 24 personnes. Quand Honora y fut introduite à 6 heures, 3 couverts étaient mis à l'extrémité. Les 20 autres pieds d'acajou étaient nus et froids comme la surface d'un étang sur lequel personne ne patine plus. La duchesse douairière de Cheverel était déjà là, debout près du feu. Elle était très belle, il n'y avait rien à redire, et Honora n'essaya pas. Blonde, finement faite, en demi-deuil de tourterelle et de ruban noir, avec le genre de visage qui fait qu'une pièce s'organise d'elle-même. Mademoiselle Oakbridge, comme c'est aimable à vous de venir. Cheverel me dit que vous avez marché. Ses mains étaient froides, et elle les serra un instant de trop. 4 miles, quelle créature courageuse. C'est un peu plus d'un, votre grâce, depuis notre portail. Vraiment? Comme c'est intelligent de votre part de le savoir. La douairière rit, et c'était un joli rire qui n'atteignit pas du tout ses yeux. Asseyez-vous près de moi. On m'a dit que vous teniez la laiterie. Vous devez tout nous raconter sur le beurre. Marcella, dit le duc. Il était entré derrière elle. Il prononça le nom sans aucune lourdeur, de la manière dont on pose une main sur l'encolure d'un cheval, et la douairière se tourna vers lui, le menton levé. « Je suis agréable. Tu es quelque chose. » Il regarda la table, puis les 2 valets près de la porte. « Enlevez les rallonges, dit-il. » Il y eut une pause d'environ 1 seconde et demie, pendant laquelle rien dans cette maison ne bougea. « Votre grâce, les rallonges, celles du milieu. Enlevez-les et rapprochez les extrémités. » Il recula une chaise. « J'ai mangé au bout d'une table vide de 20 pieds pendant 2 ans. J'en ai assez. » Cela prit un quart d'heure aux 2 hommes, et pas mal de jurons discrets. La douairière resta près du feu tout le temps avec une expression figée et charmante. Le duc observa l'opération comme si c'était la chose la plus ordinaire du monde. Quand ce fut fait, la table mesurait 6 pieds de long. Ils s'y assirent, tous les 3, assez proches pour se passer un plat à la main. La soupe arriva froide, parce que la cuisine était à 90 yards de distance, au bout d'un couloir en pierre. Personne ne le mentionna. Il y avait 4 plats, là où il aurait dû y en avoir 9. Et 2 des 4 provenaient du potager. Honora lut tout l'état de cette maison sur sa table à dîner en environ 4 minutes. Ils n'étaient pas pauvres. Ils étaient quelque chose de pire. Ils étaient une grande fortune immobilisée dans des terres qui perdaient de l'argent. Dans une maison qui coûtait 3 000 par an en réparation qu'elle ne recevait jamais, vous regardez les plats, dit la douairière doucement. C'est exact, votre grâce. Je vous demande pardon. Et que vous disent les plats, que votre jardinier est meilleur que votre cuisinier, dit Honora. Et qu'il n'est pas assez payé pour rester. Le duc de Chevreuse posa son verre. Et pendant un instant, Honora pensa qu'elle était allée trop loin cette fois. Puis elle comprit que le son qu'il avait fait, ce court souffle par le nez, était ce qui se rapprochait le plus d'un rire entendu dans cette pièce en 2 ans. Blount a eu une offre de Sir Anselm Wemon à la Saint-Michel. Dit-il, je ne savais pas que vous le saviez. Sa femme l'a dit à ma sœur à la pompe. Et que c'est d'autre la paroisse. Alors elle lui raconta. Elle n'avait pas l'intention de le faire. Elle avait l'intention de manger son mouton, de répondre à ce qu'on lui demandait et de rentrer chez elle. Mais il demanda. Et puis il demanda à nouveau. Et il fit la chose que presque personne n'avait faite à Honora Oakbridge en 22 ans. Il posa son couteau, tourna la tête et écouta jusqu'à la fin de ses phrases. Elle lui dit ce que coûte une vache en nourriture, en foin, en salaire de jeune fille, pendant les 4 mois de l'année où elle ne donne rien et mange la même chose. Elle lui dit que 30 des fromages dans son séchoir seraient gâtés avant Noël, parce que le toit au-dessus de l'extrémité nord avait une ardoise en moins depuis le printemps. « Une ardoise, dit-il. Une seule ardoise, votre grâce. 3 shillings et un homme pour un après-midi. Cela vous a coûté 30 fromages par an pendant 2 ans. » La douairière rit. Comme c'est sinistre. « Chevreuse, devons-nous ?»« Oui, dit-il. » La douairière ne mangea presque rien. Sa robe datait de 2 saisons et avait été retouchée aux épaules. Quand le feu eut besoin d'être ravivé, elle le demanda elle-même plutôt que de sonner, comme si le charbon sortait de sa propre poche. D'une certaine manière qu'Honora ne comprenait pas encore, c'était le cas. À la fin du mouton, la douairière posa sa fourchette et dit de la même voix chaleureuse qu'elle avait utilisée toute la soirée. « Vous devez nous pardonner, mademoiselle Oakbridge. Nous ne pouvons inviter personne.
Mon beau-frère ne veut pas ouvrir la maison, et une maison qui n'est pas ouverte n'est pas invitée en retour. Et donc nous restons ici dans le noir. Elle sourit à Honora. Vous êtes tout un événement. Marcella, dit à nouveau le duc. Je suis sincère. Elle aime la sincérité. Tout le monde le dit. La douairière se leva. Je vous laisse. J'ai mal à la tête et des lettres, et ni l'un ni l'autre ne s'amélioreront. Elle sortit. La porte se referma et la pièce devint très silencieuse. Elle n'est pas cruelle, dit le duc après un moment. Je veux que ce soit dit, puisque vous avez été gentil à propos de Chalkley. Elle a peur. Sa pension est garantie par le Parc Ouest. Si je ne le vends pas, elle ne peut pas être payée. Et si elle ne peut pas être payée, elle ne peut aller nulle part. Elle est assise dans la façade sud de cette maison depuis 2 ans, attendant que je me décide. Et le vendrez-vous? Je n'ai pas décidé. Il y a 19 piquets dedans. Il y a 19 piquets dedans, acquiesça-t-il. Un constructeur est venu d'Islington en juillet, un certain Bledlow, et m'a dit que le terrain à 100 yards de l'endroit où repose mon frère valait 11 000 livres pour lui. Je l'ai laissé y planter ses chênes, puis je l'ai laissé attendre. Je n'ai pensé à rien d'autre depuis. Il fit tourner son verre par le pied. Votre père est un homme bruyant sans jugement, et il avait presque exactement raison. C'est pourquoi j'ai quitté l'Assemblée. Pas parce que c'était un mensonge. Honora ne dit rien, ce qui lui sembla la seule chose décente à faire. L'horloge sonna 9 heures. Il envoya chercher une lanterne et un garçon, et quand le garçon arriva, il lui prit la lanterne des mains et lui dit d'aller se coucher. Il la raccompagna lui-même le long de l'allée ouest, sur les 3/4 de mille, sans parler, passant devant les 19 piquets dans l'herbe mouillée. Au portail de la ferme, il lui donna la lanterne. « La Saint-Martin, dit-il. Votre grâce, le préavis, ce sera la Saint-Martin, pas la Saint-Michel. » Rumbold écrira. Il se détournait déjà dans l'obscurité. « Je ne l'ai pas fait parce que vous l'avez demandé. Je l'ai fait parce que vous aviez raison à propos de février. » L'ardoise fut réparée le mardi. Honora sortit de la buanderie à 8 heures. Il y avait un homme sur le toit du séchoir à fromage avec pour 3 shillings d'ardoise et un sac de clous, et le duc de Chevreuse se tenait dans la cour sous la pluie, tenant l'échelle. Personne ne lui avait dit qu'il venait, ni au garçon de cour non plus, qui était devenu de la couleur du petit lait. « Votre grâce, mademoiselle Oakbridge. » Il ne lâcha pas l'échelle. « Où est le livre? »« Quel livre? »« Le vôtre. » La colonne. Il leva les yeux vers le toit. « Apportez-le à la laiterie quand il sera descendu. » J'ai 4 heures. Ce fut le premier mardi. Ce ne fut pas le dernier. Il venait à 8 heures parce que c'était l'heure où elle était à la laiterie et restait jusqu'à midi. Il regardait la colonne, le séchoir à fromage, la pompe et les fossés qui n'avaient pas été curés depuis l'époque du vieux duc. Il n'était pas doué pour ça, ce qui était surprenant. Il avait été soldat, puis secrétaire d'une mission à Vienne. Il en savait beaucoup sur les routes et les traités, et absolument rien sur une vache. Il posait des questions, et il les posait sans aucune des petites excuses que les hommes utilisent pour cacher leur ignorance. Au 4e mardi, il pouvait distinguer une bête à son premier veau d'une bête à son 5e, à 40 yards sous la pluie. Le 6e mardi, il écrivit à l'entrepreneur d'Islington et mit fin à l'arrangement. Le lait sortit ensuite sous sa direction. D'abord à la paroisse, à la porte à 3 heures, non coupé d'eau. Le reste alla en ville, à 2 maisons de Marylebone qui demandaient la marque à la feuille de chêne depuis des années. Cela coûta au domaine, le premier mois, 11 livres. Votre grâce perd 11 livres par mois par principe, dit Ephraim Rumbold dans la bibliothèque, sa mallette ouverte. Je perds 11 livres par mois sur le lait, dit le duc. Passez à la suite. Au milieu de novembre, la paroisse avait un nouveau sujet de conversation. Sa grâce avait été vue dans la cour de la ferme. Sa grâce avait tenu une échelle. Sa grâce s'était tenue au bord de l'enclos des veaux pendant près d'1 heure, parlant à l'aîné d'Oakbridge. Et l'aîné d'Oakbridge, qui s'était tenu près du 2e pilier pendant 4 ans, avec les châles d'autres femmes sur le bras, était maintenant mentionné à la pompe sur le ton réservé à la météo et au scandale. Son père était insupportable à ce sujet, à sa manière. Il disait aux gens dans le chemin que c'était bien sûr lui qui avait envoyé sa fille. Tamsin demandait chaque soir. « Rien ne se passe », lui disait Honora. Il regarde le livre. Je réponds aux questions. Il s'en va. Il a tenu une échelle. Il l'a mal tenue. Mais elle avait commencé à mentir un peu à sa sœur, et le savoir pesait en elle comme une pierre dans une chaussure.
Quelque chose se passa le 9e mardi, bien qu'il lui fallut une semaine pour le comprendre. Il pleuvait fort, et il s'était réfugié dans la laiterie. Il se tenait près de la fenêtre nord, son chapeau à la main, pendant qu'elle écrémait, car elle ne pouvait pas arrêter de travailler pour un duc 2 fois par semaine, et il ne le lui avait jamais demandé. Puis il dit sans aucun avertissement. Il avait 33 ans. Mon frère Everard. Honora continua d'écrémer, car elle comprit que si elle s'arrêtait, il s'arrêterait. Un cheval lui est tombé dessus au seau d'eau en mars. 3 côtes cassées et quelque chose à l'intérieur que les chirurgiens n'ont pas pu trouver. Il a mis 5 mois à en mourir. J'étais à Vienne. La pluie tombait sur le toit de la laiterie. Il m'a écrit en juin. Il a dit que les côtes se remettaient. Il a dit que la terre avait besoin d'un homme. Et si je voulais bien rentrer à l'automne pour m'en occuper pour lui. J'ai répondu que je viendrais à l'automne. L'écrémeuse tournait dans le bac. Il est mort le 4 septembre, dit-il. Je suis rentré le 20. Maintenant vous savez pourquoi un homme dans une salle de cartes a pu me faire sortir d'une pièce en 3 phrases. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Honora posa l'écrémeuse sur l'ardoise. Je vais vous dire ce que je vais en faire, dit-elle. Rien du tout. Il la regarda. Une chose comme ça n'est pas faite pour qu'on en fasse quelque chose. Elle est faite pour être portée. Elle mit le couvercle sur le bac. Ma mère est morte un mercredi. J'étais au puits quand elle est partie, cherchant de l'eau dont elle n'avait pas besoin, parce que je ne supportais pas la chambre. Je porte ça depuis. Personne n'a jamais pu en faire quoi que ce soit non plus. Le duc se tint à la fenêtre nord, son chapeau à la main, pendant un long moment. Merci, dit-il. Il vint le mardi suivant. Et celui d'après. Le mardi qui était le 9 décembre, il lui demanda de monter à la bibliothèque à la place. La gouvernante la raccompagna elle-même le long de l'allée, et se tint devant la porte avec ses clés, ce qui dit tout à Honora avant qu'un mot ne soit prononcé. Les plans étaient toujours sur la table, bien qu'il y en ait moins. « Je vais vous demander quelque chose, » dit le duc, « et je vais le faire maladroitement, parce que vous verriez à travers l'artifice avant que j'aie fini. Alors faites-le maladroitement, votre grâce. Épousez-moi. » Le feu bougea dans l'âtre. Honora se tenait les mains jointes au coin de la table et entendit très distinctement le sang dans ses propres oreilles. « Vous voudrez les raisons, dit-il. Il y en a 4, et une seule me fait honneur. La première. Cette maison tombe en ruine faute de quelqu'un qui se soucie du prix d'une ardoise. J'ai un intendant pour les loyers, et un homme d'affaires pour la loi, et personne du tout pour la maison. Je suis en ville 4 jours sur 7. La deuxième. En février, un comité de la Chambre se penche sur le lait de la métropole, sur ce qu'on lui fait entre la vache et la porte. J'ai l'intention d'y faire passer une clause. Pour la faire passer, je dois recevoir des hommes à dîner ici, 30 à la fois, et être gentiment moqué par leurs femmes. Je ne peux pas ouvrir cette maison sans une femme à la tête de la table, et Marcella ne le fera pas. La troisième. Si le Parc Ouest est vendu, Marcella est payée, et le croissant chevrel se dresse sur le terrain où repose mon frère. S'il n'est pas vendu, je dois rendre cette terre rentable d'ici 3 ans. Il y a exactement une personne de ma connaissance qui sait comment cela pourrait être fait, et elle se tient au coin de ma table avec les manches encore mouillées. Il s'arrêta. Et la quatrième, dit Honora. La quatrième, c'est que je suis venu dans cette laiterie tous les mardis depuis octobre. Dit-il, et je ne me suis jamais ennuyé, ni senti seul, ni eu honte de moi-même. C'est celle qui ne me fait pas honneur, parce que c'est la seule des 4 qui me concerne. Honora regarda les plans sur la table pendant un moment. « Vous m'avez offert un poste, dit-elle. Je vous ai offert la vérité. Je ne suis pas encore en mesure de vous offrir l'autre chose, et je ne la simulerai pas, parce que vous le sauriez. Non, dit-elle, vous ne seriez pas capable de la simuler, et je vous détesterais d'essayer. » Elle se dirigea vers la fenêtre du milieu, ce qu'elle n'avait jamais fait. Elle se tint là où il se tenait, et regarda le Parc Ouest avec ses 19 piquets qui noircissaient sous la pluie de décembre. « J'ai 3 conditions, dit-elle. Énoncez-les. La laiterie reste à moi, pas à la duchesse. À moi, entre mes mains, avec ma colonne. La marque sur le beurre est la feuille de chêne de mon grand-père, et non votre blason. Si jamais vous mettez un intendant entre moi et mes propres bacs, je quitterai votre maison, et vous pourrez l'expliquer au comté. La deuxième, mon père n'obtient rien, pas un shilling, pas un bail. Pas un mot de Rumbold. Quand le bail de la ferme prendra fin à la Saint-Martin, vous le louerez comme vous le loueriez à un étranger, sur les mérites de l'homme.
Si ses mérites ne suffisent pas, alors il part. Et c'est mon père. Et il part. Je ne serai pas acheté avec mon père. Et il ne sera pas acheté avec moi. Le duc de Chevrel dit, c'est une condition difficile, c'est la seule qui compte. La troisième est plus petite. Elle se retourna. Vous ne me ferez pas éduquer pour devenir autre chose. Aucune femme venue de la ville pour corriger mon parler. Si les femmes de vos amis doivent se moquer de moi, qu'elles se moquent de ce que je suis. J'ai été la risée de meilleures personnes dans une salle où j'ai payé une demi-couronne pour me tenir debout. Il vint se tenir devant elle. D'accord, dit-il. Toutes les trois. Alors oui, dit Honora Oakbridge. Ils se marièrent à l'église d'Ilflay le 6 janvier à 9h30, par licence, avec 9 personnes dans les bancs. Elle portait du gris neuf, parce que la gouvernante avait insisté sur la soie, coupée selon le propre dessin d'Honora, avec des poches. Ce que la femme de la ville disait ne pas se faire, et qui fut fait. Son père pleura dans la sacristie, et dit au vicaire que sa défunte femme avait toujours su que la fille arriverait à quelque chose. Tamsin tenait les fleurs. La douairière envoya un mot ce matin-là pour dire qu'elle avait très mal à la tête. Avec le mot, venait une paire de pendants d'oreilles en perles qui avait appartenu à la vieille duchesse, et Honora, qui comprit parfaitement, les porta. À la porte de l'église, le duc de Chevreuse lui prit le bras et dit doucement « Eh bien, le pire est fait. » Et Honora dit « Parlez pour vous, votre grâce. » Et quelque chose se passa au coin de sa bouche, que personne d'autre dans le porche ne fut assez rapide pour voir. Il n'y eut pas de voyage. Il y avait une ferme à faire passer l'hiver. La maison se réveilla lentement, comme un membre qui a été endormi. Elle commença par les feux. 9 pièces avaient été fermées pendant 2 ans, et une pièce fermée dans un comté humide ne reste pas immobile. Elle pourrit tranquillement et à temps. Elle fit ouvrir les volets de toute la façade, et la première semaine de janvier. Le soleil entra dans le grand salon sur un tapis qui avait développé une moisissure de la couleur de la poitrine d'une colombe. 2 des femmes de chambre pleurèrent, et Honora dit « Oui, maintenant, allez chercher le vinaigre. » En février, elle connaissait le nom de chaque domestique, l'état de chaque cheminée et le chiffre exact dont la cuisine avait été surfacturée pour le charbon pendant 7 ans. Ce qu'elle montra au marchand et se fit rembourser en charbon. Elle était toujours levée à 4 heures. On lui avait dit qu'une duchesse ne va pas à la laiterie, et elle avait dit une fois « Alors, il y a beaucoup de beurre en Angleterre, fait par personne du tout. » On n'en reparla plus. Le comté vint la voir. Il venait par 3 l'après-midi, s'asseyait avec leurs gants sur les genoux et lui demandait avec une belle gentillesse si elle ne trouvait pas la maison très grande. Honora répondait aux questions qui étaient posées et non à celles qui avaient seulement la forme de questions. Lady Wenham s'en alla et dit à 3 tables de dîner que Chevrel avait épousé sa laitière, ce qui était une phrase qui avait de l'avenir. La douairière était charmante avec elle, et ce fut ainsi tout l'hiver. Un charme parfait, glacé, infaillible. « Vous voudrez renvoyer cela ?» disait-elle doucement, alors qu'un plat était servi à un dîner. « L'évêque ne peut pas manger de pâtisserie. Mais comment le sauriez-vous » Honora encaissa. Elle encaissa parce qu'elle avait assisté à 4 assemblées par an pendant 4 ans et savait exactement ce qu'il en coûte à une femme de sourire à quelqu'un dont elle a peur. Parce que la douairière avait peur, et Honora avait vu les comptes à ce moment-là. Sa pension de 900 par an était garantie par le Parc Ouest, et elle avait été payée en 2 ans. Elle avait précisément un seul atout au monde, c'est que son beau-frère était un homme honorable qui ne la mettrait pas à la porte. Elle ne se battait pas contre Honora, elle se battait contre le Parc Ouest, et Honora se tenait devant. Les dîners commencèrent le 4 février. 30 à la fois, avec les rallonges remises dans la table. Des membres du comité, un homme du ministère du Commerce, l'évêque qui ne pouvait pas manger de pâtisserie. Honora fit en sorte que les places parcourent les 90 yards de couloir en pierre chaude, en faisant installer un poêle au bout du passage. C'était sa propre idée, et le cuisinier s'y opposa pendant 15 jours, puis s'en attribua le mérite. Elle a pris. Elle a pris vite et en public, ce qui est la manière la plus difficile. Et 2 fois par mois, le duc de Chevrel posait son couteau au milieu de l'histoire de quelqu'un. Il tournait la tête et écoutait sa femme raconter à 30 personnes ce qui arrive au lait entre une vache à 4 heures du matin et la tasse d'un enfant à 9 heures. Il n'était pas, durant ces mois, marié plus qu'en nom.
Il avait dit qu'il ne le simulerait pas, et il ne le fit pas. Il y avait 2 portes, et les 2 étaient fermées. Mais il y avait les mardis, qui avaient survécu au mariage en n'étant jamais mentionnés. Et il y avait l'habitude, dont aucun d'eux ne parla jamais, du dernier quart d'heure de la journée dans la bibliothèque. Une seule lampe, le feu réduit à des braises. Il lui racontait ce qui s'était dit à la chambre. Elle lui racontait ce qui s'était dit à la pompe. À la fin de février, ils en étaient tous 2 venus à organiser leur journée autour de ce moment. La dernière nuit de février, il dit après un long silence « Marcella m'a demandé d'inviter Bledlow au dîner du 10. » Honora leva les yeux du feu. « Le constructeur, votre homme d'Islington ?»« Le même. Il a pris le terrain d'Ilflay Cross pour 30 maisons. Il est marguillé maintenant, et il souhaite être vu à une table avec un évêque. » Il baissa la lampe. « C'est une petite chose, et elle ne m'a presque rien demandé en 2 ans. Alors invitez-le, » dit Honora. Bledlow vint le 10 mars, dans un manteau neuf, et fut très silencieux pendant 2 plats, et admira tout. C'était un grand homme joyeux de 50 ans, qui avait construit 400 maisons pour des employés, et n'avait jamais été malhonnête d'une manière que la loi puisse atteindre. Il était, pensa Honora, la seule personne dans la pièce entièrement sans peur, et cela aurait dû l'avertir. Le porto fut servi à 9 heures, et la conversation en était venue à la close. 4 pence le quart à la porte, dit l'homme du ministère du Commerce. Et 1 tiers d'eau. C'est un scandale qu'il faudra prouver à des hommes qui ne sont jamais sortis de Pall Mall. Cela a été prouvé, dit le duc. Craie, eau, cervelle de mouton pour la mousse. Cervelle de mouton, dit l'évêque faiblement. Et cela passe devant le comité avec les propres livres du commerce. Ce que nous voulons après cela, c'est 1 ou 2 propriétaires prêts à dire ce que cela leur coûte d'envoyer du lait honnête. Il fit tourner son verre. Cela me coûte 11 livres par mois. Je le dirai. Ah, dit M. Bledlow agréablement. C'est ce que je me suis demandé toute la soirée, votre grâce. Et j'espère que vous ne penserez pas que c'est présomptueux de ma part. La table devint poliment silencieuse. J'ai un grand respect pour la clause, dit M. Bledlow. Mais il y aura des hommes dans cette salle de comité qui poseront une question. Et je préférerais qu'ils l'entendent d'un ami à votre propre table que d'un étranger dans la presse. Il posa son verre. Quelle apparence cela a-t-il, votre grâce, quand le gentleman qui parle pour le lait du pauvre est en ce moment même en train d'aménager son propre terrain de laiterie pour la construction et a renvoyé le locataire qui l'a dit à voix haute. Personne ne bougea. « J'ai ici, dit M. Bledlow, et il toucha sa poche de poitrine sans rien en sortir, une déclaration sous serment devant le magistrat de Highgate, le 9 février, par votre propre locataire de laiterie. Elle dit qu'en octobre dernier, Sa Grâce l'a informé que la ferme et le parc ouest seraient aménagés en rue. Elle dit qu'il a reçu un préavis de départ la même semaine pour l'avoir dit dans une salle publique. C'est signé Simeon Oakbridge. Il leva les yeux et son visage n'exprimait rien d'autre qu'un sobre regret. Je n'utiliserai pas un tel papier. Je vous l'ai apporté pour vous montrer que je l'ai. Et pour dire clairement devant témoins que je préférerais acheter le parc ouest honnêtement à 11 000 livres plutôt que de voir un gentleman embarrassé. À la tête de la table, la duchesse de Chevreuse restait parfaitement immobile. Elle était consciente de 30 visages se tournant l'un après l'autre de Bledlow à son mari. Puis, dans une lente marée qu'elle pouvait sentir sur sa peau, de son mari à elle. Marcella Fane, à sa gauche, regardait la nappe avec 2 taches de couleur sur les pommettes. Son père avait accepté de l'argent pour cela, et Honora l'avait su avant que Bledlow ne finisse sa phrase. Le duc de Chevreuse ne parla pas. Il regarda Bledlow avec un visage comme une porte fermée. Le silence dura 1 seconde, puis 2, puis 3. Il faisait ce qu'il avait fait dans l'embrasure de la porte de la salle de cartes à Hillfley. Il se tenait parfaitement immobile, jusqu'à ce que ce soit fini. Alors elle se leva. 30 personnes regardèrent une femme en gris avec des mains rouges. Elle posa ses doigts sur le bord de la table et parla dans la pièce la plus silencieuse où elle se soit jamais tenue. « Mon père a signé ce papier, » dit-elle. « Je n'en doute pas. Il a été payé pour cela, et je serai heureuse de connaître le montant, monsieur Bledlow, car j'ai l'intention de vous le rendre avant dimanche. » Le verre de quelqu'un toucha une assiette. On lui a dit en octobre qu'il y avait des chênes dans le parc ouest parce qu'il y avait des chênes dans le parc ouest. La moitié de ce qu'il dit est vrai. C'est ce qui le rend dangereux et l'a toujours rendu. Sa voix ne s'éleva pas. Il a reçu un préavis pour ce qu'il a dit, et le préavis est maintenu.
C'est mon père. Je le reprendrai dans ma maison demain. Je ne le laisserai pas approcher à 1 mille de votre comité, monsieur. Et vous ne devriez pas non plus, car il signera tout ce qu'on lui mettra sous les yeux, par la dernière personne qui lui aura parlé. Elle tourna la tête. Maintenant le lait, dit-elle. En octobre, la laiterie de Wrenridge envoyait 160 gallons par semaine à un entrepreneur d'Islington qui le coupait à l'eau, y ajoutait de la craie et le vendait sous le nom de cette maison. Mon mari a mis fin à ce contrat le 12 novembre, avec une perte pour ce domaine de 11 livres par mois, avant qu'il y ait une clause, avant qu'il y ait un comité. Je connais la date parce que je tiens le livre. Il est sur l'étagère de la laiterie ce soir, et tout gentleman ici qui doute d'une syllabe de ceci peut descendre la colline avec moi à 4 heures du matin et le lire pendant que je trais. Elle regarda Bledlow. « Vous avez tout à fait raison de dire que la question sera posée, » dit-elle. « Voici votre réponse. C'est 11 livres par mois et ce n'est pas à vendre à 11 000. » Elle s'assit. L'évêque, qui avait 71 ans et qui somnolait doucement depuis l'histoire des cervelles de mouton, dit « Bravo, bravo » de la voix d'un homme qui vient de se réveiller et n'a pas l'intention de l'admettre. La table éclata dans ce bruit particulier de 30 personnes, décidant tout en même temps de parler d'autre chose. Ils partirent avant minuit, et le duc se tint dans le porche et serra chaque main, y compris celle de Bledlow. « D'ici une semaine, votre grâce », dit agréablement Bledlow en descendant les marches. « Vous aurez votre réponse sur le parc ouest d'ici une semaine, » dit le duc. Honora l'entendit depuis le hall. La bibliothèque à minuit avec une seule lampe. « Vous n'auriez pas dû vous lever, » dit-il. Quelqu'un devait le faire. Quelqu'un devait ne rien dire. C'est ce qu'une maison comme celle-ci fait avec un homme comme Bledlow. Elle le laisse parler. Et en 15 jours, c'est un homme qui a fait une scène à la table d'un duc. Il se tenait le dos au feu. Vous lui avez donné 30 témoins de l'existence de ce papier. Je lui ai donné 30 témoins qu'il n'a aucune importance. Vous avez livré votre père au comté? Le comté a mon père depuis 20 ans, dit Honora. Il s'est moqué de lui à chaque pompe entre ici et Highgate. Je préfère le livrer moi-même plutôt que de laisser un constructeur le faire dans une salle de comité en juin. Le feu crépita. Il ne sera plus à aucune pompe bien longtemps, dit le duc. J'ai dit à Rumbold de le faire partir de mes terres. Vous aviez accepté la Saint-Martin. J'ai accepté la Saint-Martin pour un homme bruyant dans une salle de cartes. Ceci est un papier sous serment dans la poche d'un constructeur. Sa voix ne s'éleva pas non plus. C'était le pire. Si on me demande si mon propre locataire a juré que j'avais l'intention de construire sur ma laiterie, je dois pouvoir dire que cet homme n'est plus mon locataire, et que l'affaire est devant un magistrat. Honora resta très immobile. Devant un magistrat? Il a fait un faux serment, Honora. Il a juré une demi-vérité pour 50 livres parce qu'un constructeur l'a trouvé dans la cour un matin pluvieux avec un préavis dans sa poche et personne pour lui dire qu'il valait quelque chose. Sa voix devint calme, ce qu'elle faisait au lieu de crier. « Vous allez mettre mon père devant le tribunal de Highgate pour sauver une clause sur le lait. Je vais rétablir le nom de mon père là où il était, dit-il. Et je n'ai qu'une seule chance de le faire, et c'est en avril. Voilà. » La vérité dite dans la mauvaise pièce à minuit par un homme qui retenait son souffle depuis octobre. « Alors nous nous comprenons, » dit Honora. Elle sortit et ferma la porte sans aucun bruit, ce qu'elle avait appris de lui. Il partit pour la ville à 6 heures. Il ne vint pas à sa porte, et elle n'alla pas à la sienne, et aucun d'eux ne put dire par la suite lequel de ces deux faits avait causé les dégâts. Le clerc de Rumbold monta le jeudi et laissa les brouillons sur la table de la bibliothèque sous un presse-papier. Honora les lut debout, comme elle avait lu la première lettre, la main au coin de la page. Une dénonciation à déposer devant les magistrats de Highgate contre Simeon Oakbridge, laitier. Un préavis mettant fin au bail immédiatement. Un ordre de saisie du bétail pour arriérer. 31 vaches, 2 chevaux, le matériel de la laiterie. Le matériel de la laiterie, ses bacs, son ardoise, sa pompe. Elle remit les papiers sous le presse-papier, monta et fit la boîte avec laquelle elle était venue. Elle trouva son père dans le séchoir à fromage, retournant des fromages qui n'avaient pas besoin d'être retournés. « Combien ?» dit-elle. « Nora, combien vous a-t-il payé ?» Il ne la regarda pas. « 50 livres, dit-il, et un poste pour Tamzone dans son bureau de comptabilité à la Saint-Martin. Elle a une belle écriture, et vous n'avez jamais pensé à me le dire. Vous dire quoi?
Et là, enfin, le dernier reste du feu de l'ancienne salle de bal s'éleva en lui. Que votre père a pris 50 livres pour dire une chose que chaque âme de cette paroisse sait être vraie. Il avait des chaînes dans ce parc, ma fille. J'ai dit la vérité, et j'ai été payé pour cela, ce qui est plus que ce que la vérité a jamais fait pour moi en 51 ans. Cela vous a coûté la ferme. La ferme était perdue à la Saint-Martin. Quoi que je fasse, c'était le pire. Et c'était vrai. Et ils restèrent tous les deux là, dans l'odeur de croûte et de sel, le sachant. Il eut sa crise 9 jours plus tard, dans ce même séchoir, l'après-midi. Il vécut jusqu'au 4 avril et ne put utiliser son côté droit ni dire plus de 3 mots à la suite. Les 3 mots qu'il choisit le dernier matin, alors qu'Honora lui essuyait le visage avec un linge, n'étaient pas ceux qu'elle avait attendus pendant 9 jours. « Le verbe de ta mère, dit-il. Puis il ferma les yeux, et vers midi, il mourut. Ils enterrèrent Simeon Oakbridge à Hillfly le 8 avril, à 90 yards d'une pierre portant le nom d'un duc. Son mari vint et se tint à l'arrière, près de l'if, sous la pluie, son chapeau à la main. Il ne s'avança pas, il ne lui parla pas, et il était parti avant que la terre ne soit jetée. Le préavis ne fut jamais signifié, et personne ne vint chercher les vaches. Le bail resta au nom d'un homme mort, parce que personne à Gray's Inn n'avait reçu l'ordre d'en mettre un autre, et le loyer fut versé au bureau du domaine à la Saint-Michel, comme il l'avait toujours été. Tamsin garda la maison et le séchoir à fromage, et ne monta pas une seule fois à Wrenridge. Honora continua de traire 31 vaches à 4 heures chaque matin, dans une laiterie qui appartenait sur le papier à un homme à qui elle n'avait pas parlé depuis 6 semaines. La paroisse parlait, et elle la laissa parler. Le 25 avril à 4 heures du matin, la porte de la buanderie s'ouvrit. Il était descendu à pied. Il n'y avait ni lanterne, ni garçon, ni cheval, et son manteau était noir de pluie sur les épaules. Il se tint dans l'embrasure d'une pièce blanchie à la chaux, qui sentait l'eau chaude et le bois ébouillanté, et n'entra pas avant qu'elle ne dise « Fermez la porte, vous laissez sortir la vapeur ». Il ferma la porte et posa 2 papiers sur l'étagère en ardoise. « Le premier est celui de Bledlow, dit-il. Il ne m'a rien coûté. Il y a renoncé le 12 mars, car un homme qui se voit refuser 11 000 livres 2 fois en une semaine commence à être pratique. Il le retourna face contre table. Il n'a jamais été présenté à aucun magistrat. J'ai écrit à Rumbold depuis la route ce matin-là, avant d'arriver en ville. Il n'y a pas de dénonciation. Il n'y en a jamais eu. » Honora posa le bac qu'elle tenait. « On vous a posé la question, dit-elle. Le 2, oui. Qu'avez-vous répondu? La vérité. Que mon locataire a juré que j'avais l'intention d'aménager mon parc en rue. Que la moitié était vraie, parce qu'il y avait des chênes dans le parc ouest en juillet et que je les y avais mises. Que je n'ai pas poursuivi parce qu'une femme qui a compté les piquets en montant m'a dit ce que mon propre nom valait sur une carte de lait à Marylebone. » Il regarda le chaudron en cuivre. Ils ont supprimé la clause sur les laiteries de campagne. Celle de la métropole reste. C'est une piètre moitié de choses. Elle a passé le comité et sera loi en juin. Elle vaudra environ 4 pence par semaine pour un grand nombre d'enfants qui n'entendront jamais parler de nous. Et le parc? 14 acres le long de la route de Highgate sont vendus. La bande nord, où le sol est mauvais et où il y a du bruit de toute façon. 4 200 livres. Il le dit d'un ton neutre, car il avait décidé en descendant de ne pas le faire paraître meilleur que ce qu'il était. Marcella est payée en totalité, avec les arriérés, et part à Cheltenham en juin. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle est désolée. Dans ces mots et pas d'autres, ce qui est la chose la plus honnête qu'elle ait jamais faite. Savait-elle ce qu'il apportait à ma table? Non. Elle voulait qu'il soit invité parce qu'il était marguillé et devait rencontrer un évêque. Et parce qu'un homme qui achète le Parc Ouest paye sa pension. C'est tout son péché, et c'est un péché assez grand. Il retourna le papier. Elle n'a pas su ce qu'il y avait dans son manteau, jusqu'à ce qu'il le touche. Vous avez vu son visage. Moi aussi. Et le reste. Le reste du parc reste en herbe. Il posa sa main à plat sur le second papier. Il est alloué pour un loyer juste à quiconque tient la laiterie de la ferme de Wrenridge. C'est une chose que je peux régler lundi. Cela n'a absolument rien à voir avec la raison pour laquelle je me tiens dans votre buanderie à 4 heures du matin. L'eau bouillonnait dans le chaudron. Et dehors, dans le noir,
Une vache bougea son poids contre le mur de l'étable. « Celui-ci est de mon frère, dit-il. » Il le déplia. Il avait été plié et déplié un très grand nombre de fois, et les plis étaient devenus doux comme du tissu. Il l'a écrit en juin, assis avec 3 côtes cassées. Je le porte sur moi depuis le 20 septembre. Je ne l'ai jamais lu à voix haute à personne. Sa voix était parfaitement égale. Ses mains ne l'étaient pas. La dernière ligne est celle-ci. Tu as toujours préféré la ferme à moi, Max. Viens la prendre en main pour moi, et ne mets pas 5 minutes à le faire. Car je suis l'homme le plus paresseux d'Angleterre, et le toit du séchoir à fromage a besoin d'une ardoise. Honora se tenait au milieu du sol, les manches retroussées et les bras mouillés jusqu'au coude. Une ardoise, dit-elle. Une seule ardoise. Il savait tout de cette ferme et n'a rien fait. Je n'y connais rien et n'ai rien fait. À nous deux, nous en avons eu pour 4 ans. Il plia la lettre le long de ses plis doux. Je vous ai dit une chose à minuit qui était vraie, et je l'ai dite pour vous blesser. Ce sont 2 actes différents, et j'ai commis le second exprès. Je vous demande pardon pour l'heure, la pièce et la manière. Il leva les yeux. Et pour le fond, votre père n'aurait jamais dû être mis devant un tribunal pour m'acheter une clause. Je l'ai su chaque jour depuis, dans une maison au volet ouvert et où il n'y a personne. Honora s'essuya les mains sur son tablier. Lentement, doigt par doigt. Puis elle prit la boîte sur le rebord, fit glisser le couvercle et posa le tampon à beurre de son grand-père sur l'ardoise, entre les 2 papiers. Feuille de chêne vers le haut. « Alors écoutez mes conditions, dit-elle. J'en ai 3, et ce ne sont pas les mêmes 3. Énoncez-les. La première, je remonte cette colline ce soir, de mes propres pieds, dans le noir. Pas dans une voiture envoyée pour moi le matin, où la paroisse peut la voir arriver. La deuxième, les 31 vaches viennent avec moi. Pas vendues, pas saisies, pas louées avec l'herbe. Les miennes. Je vous paierai un loyer pour le terrain avec le beurre, et je serai en retard d'1 shilling sur vous pendant 20 ans, et vous prendrez le shilling. Et la troisième. La troisième est que vous ne devez plus jamais rester immobile dans une embrasure de porte pendant que quelqu'un dit une vérité sur vous. Elle le regarda. Vous l'avez fait 2 fois devant moi. Une fois dans une salle de cartes quand c'était mon père, et une fois à votre propre table quand c'était le mien. Je préférerais que vous criez. Je ne veux pas être marié à une porte fermée pendant 40 ans. Le duc de Chevreuse se tenait dans une laiterie à 4 heures du matin, la pluie coulant de son manteau sur un sol en pierre bleue. « D'accord, dit-il. Toutes les 3. Alors dites le reste, dit Honora. Vous ne l'avez jamais dit. Vous m'avez donné 4 raisons, une clause et 14 acres. Dites le reste. Et il dit, « Je vous ai demandé de rester dîner parce que la maison était silencieuse depuis 2 ans. Vous étiez la première personne à y entrer qui n'avait pas peur de moi. Je ne voulais pas que la journée se termine. C'est tout. Je le sais depuis le 19 octobre. Il m'a fallu jusqu'à maintenant pour être digne de le dire. » Honora Oakbridge, qui s'était tenue près du 2e pilier de la salle de bal d'Ilflay pendant 4 ans, avec les châles d'autres femmes sur le bras, le regarda par-dessus l'étagère en ardoise de sa mère. « Maxwell, dit-elle, c'était la première fois. » Il ferma les yeux un instant, comme un homme quand quelque chose touche une blessure sous les côtes qui a enfin guéri, mal, et tient bon. « Couvre le feu, dit-elle. C'est une longue marche, 2 fois. » La laiterie de Wrenridge sortit son premier fromage sous son propre nom à l'automne de 1819. Il y avait 51 vaches à ce moment-là, et 2 laitières, et un garçon, et une nouvelle pompe. Le Parc Ouest resta en herbe et paya son loyer. La douairière épousa un médecin à Cheltenham la 3e année et ne mentionna plus jamais le Parc Ouest. Tamsin n'entra pas dans le bureau de comptabilité de Bledlow. Elle entra dans l'office de Wrenridge et en sortit en 1821 au bras du vicaire d'Iffley. La clause fut loi à partir du 1er juin. Elle fut mal appliquée et ne fit qu'environ la moitié de ce qu'elle était censée faire, ce qui est l'arithmétique habituelle de ces choses. Cheverell en parla à la Chambre des Lords 9 fois en 3 ans. Il n'était pas un bon orateur. Il était irréfutable parce qu'il avait les chiffres, et les chiffres étaient de la main d'une femme. Leur fille naquit en mars 1820 à Wrenridge, dans une chambre de la façade est, les volets ouverts. Ils l'appelèrent Clarisse, en l'honneur de la mère d'Honora. Elle avait 2 ans l'automne, où ils l'emmenèrent à la laiterie et la laissèrent mettre son poing autour du manche d'un vieux tampon en bois de poirier. Elle l'enfonça maladroitement dans une livre de beurre qu'il fallut refaire.
Et en octobre de cette année-là, le duc et la duchesse de Cheverel payèrent leur demi-couronne à la porte de la grande salle au-dessus du White Hart. L'assemblée d'Ilfley était ouverte à toute personne de la paroisse qui pouvait trouver l'argent, et l'avait toujours été. La salle se tut quand ils montèrent les escaliers. Les salles le faisaient maintenant. Honora traversa jusqu'au deuxième pilier depuis la porte, par habitude, et y resta un moment, la main sur le plâtre froid. Elle regarda toute la longueur du plancher, les deux portes, l'urne, la salle de cartes au-delà, la petite estrade où les musiciens s'asseyaient sans leur veste. Rien n'avait changé. Les bougies étaient les mêmes, et la bienséance aussi. Il y avait des jeunes filles le long du mur, avec les châles d'autres femmes sur les bras, et l'une d'elles, une enfant mince de 19 ans dans une robe retouchée avec des mains rouges, comptait la salle exactement comme elle l'avait comptée autrefois. Honora alla se tenir à côté d'elle, et lui demanda devant tout le monde ce qu'elle pensait du plafond. Puis la musique commença. Un homme grand aux yeux gris de mer traversa toute la longueur de la salle, jusqu'au deuxième pilier, passant devant 60 personnes qui savaient toutes parfaitement ce qu'il faisait, et tendit la main à sa femme. Elle s'était tenue à cet endroit exact, sous cette lumière exacte, la nuit où il l'avait vue pour la première fois. La différence n'était pas qu'elle avait changé de robe. La différence était que cette fois, quand elle leva les yeux, toute la salle regardait là où elle se tenait. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et garder ces histoires gratuites pour tout le monde, ma nouvelle trilogie, La promesse du duc, est maintenant disponible. Plus de 600 pages et plus de 24 heures de narration avec cette même voix que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Elle vous attend sur timelesslovebooks.com. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez et ce que l'histoire vous a fait ressentir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires. Comme toujours, merci d'être là.